Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM, c'est la satisfaction. PKM Invest Shop, c'est une réalité en République démocratique du Congo. Ce n'est pas de la poudre aux yeux, chers Congolais, chers parents, chers internautes. En RDC, vous pouvez vous procurer des bons téléphones de meilleure qualité et les accessoires, les ordinateurs et tant d'autres chez PKM Invest Shop. C'est non loin de Kitambo. Il y a tellement de nouveautés là-bas. Donc si vous êtes un peu à la diaspora, vous êtes éparpillé un peu en République démocratique du Congo, vous pouvez également contacter PKM Invest Shop parce que nous avons plusieurs plateformes. TikTok, vous tapez PKM Invest, Facebook et autres. Vous pouvez même faire vos commandes de loin parce que nous avons des téléphones, nous avons les ordinateurs, nous avons les accessoires, nous avons plusieurs marques. Nous avons des smartphones, nous avons des Redmi 12. Il y a tellement de choses. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a la réduction de 20% à chaque appareil pour une catégorie des accessoires et les appareils sélectionnés. Avec une réduction de 20%, vous pouvez vous procurer vos accessoires et des bons téléphones. Chers téléspectateurs, vous pouvez retrouver PKM Invest un peu partout en République démocratique du Congo. Les adresses, c'est Engaliema, 2 avenue Colonel Mongiba, référence rond-point Kitambo, magasin, et aussi vous pouvez également retrouver PKM Invest vers Limité 7e rue, Limité résidentielle, la place commerciale, immeuble à l'Italia. Je répète, Engaliema, avenue du Colonel Mongiba, référence rond-point Kitambo, à côté de la station Total. Il y a PKM Invest avec tous nos produits de meilleure qualité. Vous pouvez vous en procurer et aussi faire plaisir à vos enfants. Il y a la rentrée scolaire, il y a la réduction, j'avais dit, de 20% à chaque accessoire, smartphone, Redmi 12, les ordinateurs et d'autres accessoires. Vous pouvez l'acheter chez nous à un prix meilleur. PKM Invest Shop, c'est à Kinshasa. Et avec le temps, si Dieu fait grâce, vous allez même retrouver PKM Invest dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo parce que nous avons vraiment une grande vision
pour servir tous les Congolais. Mais dans cette émission au centre, vous savez très bien que nous recevons des politiciens, nous parlons politique, nous parlons Congo. J'avais annoncé les grands débats aujourd'hui avec Monsieur Christopher Ngoy, qui est PCA des CVM. Il est coordonnateur de la société civile de la République démocratique du Congo, un ancien de l'UDPS. Il va faire son entrée dans quelques minutes, mais déjà sur ces plateaux, nous avons professeur Antoine Roger qui est déjà ici avec nous. C'est un muséiste, c'est un kabyliste. Il est professeur à l'université Joseph Kasavubu à Boma. Il enseigne les relations internationales. Il est ici avec nous. Professeur, soyez le bienvenu. Bonjour, merci pour l'invitation. Salutations à tous les téléspectateurs et à tous les shoppers dans PKM. Merci. Alors, dans quelques minutes, votre co-débatteur va faire son entrée. Il y a tellement les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. La fois passée, j'étais avec vous ici. Plusieurs internautes ont voulu à ce que vous puissiez revenir parce que vous dites des vérités. Selon eux, vous vous souciez pour le Congo. Vous êtes un vrai Ouazalendo. C'est vrai, vous êtes un Ouazalendo? Je suis le disciple de Musée Laurent Désiré Kabila. Les soldats du peuple. Ok. Et donc moi aussi je me considère comme un soldat du peuple, sur ses pas. Vous n'aimez pas Ouazalendo parce que Ouazalendo c'est des patriotes. Vous voyez, quand je dis soldat du peuple, parce que je viens ici parler pour le peuple, pour les comptes du peuple et à la place du peuple. C'est-à-dire articuler tout ce que le peuple dit. Et ce peuple-là qui n'a pas la chance de venir ici dans nos locaux. Dans vos locaux, je dirais dans un plateau IP comme ça. Et moi, pour leur compte, je viens d'articuler leurs préoccupations ici. Et c'est pourquoi je m'appelle aussi soldat du peuple. Quant à Ouazalendo, Ouazalendo en Swahili signifie patriote. Et alors, je suis aussi patriote. Quand je dis je suis soldat du peuple, sur les pas de Musée Kabila, et donc je suis aussi Ouazalendo. Mais Ouazalendo, dernièrement, avait un sens péjoratif, et nous allons en parler, parce que ce sont, comme je vous disais la fois passée, les groupes armés de l'Est qui luttent pour leurs terres ancestrales. Ils se regroupent pour défendre leurs terres ancestrales. Ils exploitent aussi les minerais pour trouver les moyens de leur lutte. Et ce sont les mêmes groupes armés qui ont rencontré le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au cours de leur, je dirais, entrevue, il leur a demandé de cesser de lutter pour des morceaux de terre parce qu'il était convaincu qu'à cette époque-là, l'EAC était devenu comme notre pays. Je peux continuer? Continue. Oui, il était devenu comme notre pays. Donc il les a découragés de lutter. Mais nous voyons de loin, nous voyons déjà que l'EAC là, arborait un agenda caché. Et aujourd'hui, l'histoire nous donne raison, même si on continue de parler de la feuille de route de Nairobi. Nairobi, c'est l'EAC, c'est l'EAC. Luanda, c'est bon, l'Union africaine. Mais alors, vous savez que les Ouazalendo qui luttaient, certains ont été massacrés à Goma parce que la veille d'une marche qu'ils voulaient organiser pour protester contre l'insécurité, contre le fait que c'est toujours les M23, les troupes rwandaises bien sûr, qui continuaient d'occuper du terrain. Et voilà, et aujourd'hui on parle des tueries à Makala, et ça nous rappelle un peu les théories de Boma et tout ça. Nous allons revenir sur ça. Mais en tout cas, les Ouazalendo aujourd'hui, et après le massacre de Goma, les Ouazalendo sont maintenant en train de collaborer avec notre armée pour lutter contre
contre l'occupation. Une bonne Donc chose. ce sont les mêmes groupes armés qui sont devenus les Ouazalènes d'aujourd'hui. Une bonne chose Voilà. ou une mauvaise chose, parce que quand il y a des patriotes qui se battent pour que leur terre ne soit pas occupée par des Rwandais, les étrangers, et l'État les soutient, pour vous, l'État fait l'abandon des postes? Non, pas du tout. Vous voyez qu'aujourd'hui, on parle plus des Ouazalendo à l'Est que des FARDC. On parle plus des Ouazalendo Ça, que c'est des... votre constat? C'est votre constat comme politique? C'est objectif, ce que je viens de dire, parce que les Ouazalendo sont au front et parfois ils se plaignent des manques de moyens et tout ça. Mais ce qui se passe au juste, c'est quoi? J'ai parlé de la frappocratie qui affecte la performance de nos troupes au front. Il y a beaucoup d'argent qui sort pour nous aider à mettre fin à cette guerre, mais cet argent revient à Kinshasa. Et comme je l'ai dit la fois passée, vous voyez partout les généraux se construire des grands palais ici. Et Kagame aussi vise les Ouazalendo. On n'est pas encore au cœur de l'émission. Parce que Kagame accuse les Ouazalendo de travailler avec les FDLR. Ok. Les FDLR, le mouvement rebelle du Rwanda. Oui, les FDLR, oui. 10 moments où notre gouvernement a empêché, a interdit à nos officiers de collaborer avec les FDLR parce que Kagame s'en préoccupait. Et maintenant, c'était comme soutenir ce que Kagame dit. Parce que lorsque Kagame dit que je suis au Congo, les problèmes ce sont les FDLR. Et au même moment, notre gouvernement dit, bon, nous empêchons, nous interdisons à tous les officiers des forces armées de travailler ou de nouer des contacts avec les FDLR. C'est Kagame qui se frotte les mains. Et maintenant, Kagame continue avec les mêmes prétextes. Les FDLR travaillent maintenant avec les Ouazalendo. Et je vous assure que bientôt là, les Ouazalendo sera aussi la cible de Kagame, la cible des troupes rwandaises. Alors, voilà. Professeur Antoine Rouget, je précise que vous êtes un kabbyliste, vous êtes un muséiste. Est-ce les problèmes que nous avons aujourd'hui? Il y a ceux qui pensent que si nous avons autant de problèmes, c'est parce que Musée Laurent Désiré Kabila, lui-même, il était le premier à avoir négocié avec le pays membre de l'EAC. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi a voulu suivre ses pas, parce que nous vivons dans un monde où on ne peut pas changer les pays voisins, on ne peut pas modifier nos frontières, nous n'avons que ces voisins-là, ces 9 pays limitrophes. Il fallait peut-être avoir de bonnes relations avec eux. Est-ce que cette approche, c'était une mauvaise approche? Tout d'abord, les soi-disant Ouazalendo là, parfois ils sont financés à partir de Kinshasa, un tel ministre, un fils du coin là-bas, qui a ses propres Ouazalendo et qui vient et peut-être auprès du chef de l'État. Bon, il y a des noms qui circulent là. Je suis journaliste, il y a des noms qui circulent. On parle de Julien Paloukou, on parle de Julien Paloukou, on parle de Moïse Ndonzangi, on cite un peu quelques noms. Oui, bon, mais, ça reste à vérifier. Le résultat, c'est quoi? Les M23, les troupes rwandaises continuent à occuper du terrain. Quant à la question que vous venez de me poser, je crois que nous devons éviter une telle comparaison. Comparer, bon, le président Félix Tshisekedi à Musée Laurent Désiré Kabila, ce n'est pas normal. Parce que entre les deux, c'est comme le jour et la nuit. Comment ça? Entre les deux, nous a négocié avec l'Ouganda et le Rwanda, et il nous a amené des problèmes. Tshisekedi n'a pas voulu les éloigner, il les a tendu la main pour que nous puissions travailler ensemble, mais ces pays ne voulaient pas. Apparemment, ils nous ont tourné le dos. J'ai l'impression que nous avons déjà commencé l'émission. Sentez-vous à l'aise. Parce que, tout d'abord, Joseph Kabila, sous Joseph Kabila, certains membres
d'IM23 ont été inculpés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Qui les a amnistiés? C'est ce régime, le régime du président Félix Tshisekedi. Et ce sont les mêmes amnistiés qui sont rentrés à l'Est après un séjour de 14 mois ici, à l'issue duquel ils ont reçu $1 milliard de la part de notre propre gouvernement, hein, l'argent du peuple congolais. Et une fois rentrés à l'Est, ils ont lancé la guerre. Vous avez des sources, vous avez des sources qui ont reçu l'argent auprès du gouvernement. C'est Africa Intelligence qui en parle. Okay. Je vous ai donné cette preuve la fois passée. Et alors, pourquoi vous voulez que je revienne toujours sur tout ce que j'ai déjà expliqué? Mouzei Kabila n'est pas allé négocier avec les Rwandais ou quoi. Mouzei Kabila et Museveni se connaissaient de longue date. Museveni est venu suivre la formation militaire au maquis de Mouzei Kabila avant de lancer sa rébellion de NRM là, en Ouganda. La fois passée, j'ai essayé de vous expliquer que en tant que panafricaniste, Mouzei Kabila ne trouvait pas de mal de travailler avec Museveni et Kagame. À cette époque-là, on parlait de 3 cas. Kaguta, c'est-à-dire Museveni, Kagame et Kabila. Les 3 cas pour développer la région des Grands Lacs. Mais ces gens, ils ont trahi Mouzei Kabila. Ils se sont ligués avec les puissances anglo-saxonnes, surtout les États-Unis et la Grande-Bretagne, pour envahir, attaquer et piller le Congo. C'est ça la réalité. Je vous ai déjà dit que Mouzei Kabila avait besoin des territoires rwandais et ougandais pour faire passer les armes et chasser Mobutu du pouvoir. Et il n'y avait pas des accords où on parle de l'émirat, tout ça, non. La libération du 17 mai, c'était l'œuvre des Congolais eux-mêmes. Et bien sûr, il a accepté, et je le répète dans toutes les émissions, dans tous les plateaux, je répète ça. Et je cite Mouzei Kabila lui-même, de sa propre bouche, dans une interview accordée à Jeune Afrique Économie en 1999. J'ai accepté d'être accompagné par 300 officiers rwandais et ougandais. Parce que Museveni et Kagame me disaient, oui, si nous vous autorisons de faire passer les armes par nos territoires, donc vous devez aussi accepter d'être accompagné par 300 officiers dont la mission serait de neutraliser les Interahamwe qui ont prétendument commis le génocide au Rwanda. Mais quand ils sont venus ici, ils ont commencé à commettre un autre génocide contre les Hutus ici. Au lieu de cibler les soi-disant Interahamwe, et Mouzei Kabila était sage. Il leur a confié le commandement de l'AFDER, le commandement militaire de l'AFDER, pour ôter tous les prétextes. Bon voilà, alors si le problème ce sont les Interahamwe qui menacent votre sécurité, soit au Rwanda, soit au Ouganda, allez les neutraliser. Mais quand ils sont venus ici, ils sont venus faire autre chose. C'est pourquoi Mouzei Kabila parlait d'un complot ourdi de longue date par les puissances anglo-saxonnes qui, après la guerre froide, pendant la guerre froide, c'est Mobutu qui était le chouchou de la CIA ici. Après la guerre froide, c'était Museveni et Kagame. Et c'est pourquoi Mouzei Kabila parlait d'un complot ourdi de longue date. Et alors maintenant, ils sont venus pour faire autre chose. Et Mouzei Kabila a dit non, non, non. Il y avait un génocide des Tutsis au Rwanda. Mais vous ne pouvez pas venir commettre un autre génocide ici sur le sol congolais. Non. Celui des Hutus. Parce qu'ils sont venus, ils ont commencé par massacrer les personnes âgées, Hutus, les femmes et les enfants. On a vu des fausses communes, ils les ont poursuivis jusqu'à l'Équateur. Et puis ils ont commencé à piller, les demi-frères de Museveni a commencé à exploiter les minéraux, les bois, en Ituri. Et puis ici, Kabarebe a organisé un complot
celui d'assassiner Mouzé Kabila. Bien sûr, Mouzé Kabila a été assassiné le 16 janvier 2001. Mais avant cela, on a arrêté Kabareve avec un revolver dans l'antichambre de Mouzé Kabila. Il voulait entrer pour l'assassiner. Trop, c'était trop. Mouzé Kabila a décidé qu'il rentre chez eux. Alors, voilà l'histoire. Je le répète plusieurs fois. Et je me base sur ce que Mouzé Kabila lui-même a dit. Merci, je vous ai laissé suffisamment le temps parce que c'était quand même l'histoire, votre version par rapport à cette histoire. La version de Mouzé Kabila lui-même, pas ma version. Merci, la version de Mouzé Laurent Désiré Kabila lui-même. Il y a quand même les gens qui pensent qu'il était une porte d'entrée pour que le Congo subisse tous ces malheurs que nous vivons, mais parce que... Mais Mobutu avait des alliances partout dans toute la région. Dis-moi, le Rwanda et l'Ouganda ont accepté que nous transférions les armes à travers leur territoire. Et même maintenant, nous avons 9 voisins. Si vous voulez libérer ces pays, vous devez parler ne fût-ce qu'avec 1 ou 2 voisins. Voilà. Alors, professeur Antoine Roger Le Congo, vous êtes un mosaïste et kabiliste, professeur à l'université Joseph Kasavubu à Boma, vous enseignez les relations internationales. Parlons-en. Récemment, il y a tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Les voix s'élèvent. Il y a des vidéos qui circulent en disant, la première version, c'était que les Rwandais sont venus casser la prison pour libérer les prisonniers rwandais qui sont là. Et nous avons suivi l'une des vidéos où les prisonniers est même en train de dire bah Rwandais, bah yaki, bah bouki prison, bah libéré, bah tunabango, après bah kati courant, bah ebisi soto bima, tant que toza ko demandé bah soda na biso bah comme kobeta massas en croyant que c'était des Rwandais parce qu'on était dans les noirs. Voilà pourquoi Tokufi. La vidéo existe. Vous comme muséiste, nationaliste, pensez-vous que le Rwanda pouvait manigancer et faire ses coups dans la capitale? Je crois que la responsabilité vous incombe à vous journalistes d'aller à Makala et de vous enquérir sur la véracité des faits. Je vous ai cité qu'il y a une vidéo où les prisonniers sont en train de parler. Les enquêtes sont en cours. Hein. Oui, j'ai été journaliste à Londres pendant 9 ans. Et alors, dans le journalisme anglo-saxon, nous nous basons sur 4-5 questions pour soutirer l'information. Ok. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Who? Qui est impliqué? Where? L'incident s'est passé où? When? L'incident a eu lieu quand? Why? Pourquoi l'incident a eu lieu? Nous ici, c'est une question de référence. Oui, je crois que nous sommes en République démocratique du Congo et il y a une loi qui garantit aux journalistes l'accès à l'information, n'est-ce pas? Vous devriez aller à Makala, peut-être vous alliez trouver des familles qui sont allées après l'incident, après que l'information est circulée, ils sont allés se renseigner si les leurs sont encore vivants. Et il y a aussi plusieurs catégories de prisonniers à Makala. Il y a des gens qui sont arrêtés là pour des faits minimes, peut-être pour avoir volé un téléphone, des faits bénins, pour avoir volé un téléphone, mais il y a aussi des criminels, des grands chemins. Il y a aussi les Rwandais, il y a aussi les gens du MV3 qu'on a arrêtés là. Et alors, j'ai suivi les communiqués du gouvernement. Les gouvernements parlent d'une tentative d'évasion. Et apparemment, selon le gouvernement, il y a eu des morts. Mais non, maintenant, là, ils ont communiqué, il y a 129 morts. 129. Voilà. La version officielle. Même si c'était des morts ou un mort de trop, confirme l'Holocauste dont parle Onana. Parce que chaque jour, les Mutuchi tirent les Congolais autochtones à l'Est, les Mutuchi, armés par les puissances anglo-saxonnes, occupent les terrains.
La fois dernière que j'étais ici, je vous ai donné l'information selon laquelle maintenant la population Tutsi est en train de s'implanter systématiquement partout dans les territoires occupés. Hein? Voilà ce qui se passe maintenant. Et alors, apprendre que, pas seulement à l'Est, mais aussi ici à Kinshasa même, dans la capitale, que les Congolais trouvent la mort dans des circonstances comme ça, je me dis que la mort devient très banale au Congo. Nous sommes tués et à l'Est et ici par notre propre gouvernement qui est censé nous protéger. Moi, je n'ai jamais été à Makala. Bien sûr, moi, je suis professeur d'université, je ne peux pas me compromettre dans des actes qui puissent amener à mon arrestation. Non, je reste un homme droit dans tout ce que j'ai fait. Mais ceux qui ont été là, ils ont dit que, bien sûr, les chambres là, les cellules là, on ne peut les ouvrir que de l'extérieur, pas de l'intérieur. Alors, qui a ouvert les cellules pour que les autres prisonniers se trouvent dans une place où on pouvait soit les arrêter ou les fusiller comme ça. Et puis la version des gens du M23, des Rwandais, qui se trouvent à Makala. Moi, je suis professeur d'université, je ne peux pas me baser sur les rumeurs. Je ne peux pas me baser sur les rumeurs. Mais c'est la version qui circule à la cité. Et parce que moi, j'habite la cité. Et cette version se répand rapidement, selon laquelle, à Luanda, Kagame exige pas seulement la neutralisation des FDLR, ce qui est un prétexte qu'il a toujours utilisé pendant plus de 3 décennies maintenant. Parfois il dit, je n'ai plus peur des FDLR. Les FDLR ne représentent plus une menace pour les Rwandais. Il dit ça. Et puis il change de version. Oh, les Tutsis là, on ne les aime pas au Congo et pourtant, leurs ancêtres étaient au Congo il y a de cela 3000 ans. Et il essaye de réécrire l'histoire, ce qui n'est pas vrai. Il y a des historiens congolais qui... Voilà. Donc, si à Luanda, c'est Kagame qui a toutes les cartes sur la table, parce que le gouvernement de Kinshasa, le régime de Kinshasa a acquiescé en disant que oui, nous acceptons de collaborer pour la neutralisation des FDLR. Et l'autre condition serait peut-être la libération de tous les gens du M23 qui se trouvent dans les prisons congolaises. Mais comme nous alors, les gens dans disent les pays développés, il y a la libération dans le sens normal. Il n'y a pas l'évasion, il n'y a pas tentative. On ne vient pas casser des prisons. Si cette voie diplomatique est telle comme vous êtes en train de l'annoncer, alors le gouvernement devait s'assumer. Pas de moi. Oui. Cette version ne vient pas de moi. C'est une version des cités. Oui. Et c'est à vous, au début, je dis, c'est à vous, les journalistes, d'aller à Makala et de vous enquérir sur base de qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi? Qui est impliqué? Voilà. Parce qu'on dit que, bon, notre gouvernement a peut-être accepté à Luanda de libérer ces gens-là, les gens d'IM23 qui se trouvent dans nos cachots. Mais il fallait un petit théâtre comme ça pour occulter... Créer une mise en scène. Voilà, occulter leur libération. C'est la version qui circule. Quant au nombre de morts, Human Rights Watch vient de parler de 500 morts. 500 morts. Mais nous, on est Congolais, comme on doit faire confiance en nos institutions. Qui mais voilà, c'est pourquoi je dis, mais vous les journalistes, est-ce que vous êtes allés à Makala pour
vous renseignez. J'ai envoyé mes équipes. J'ai envoyé mes équipes aujourd'hui. Watch vient de parler de 500 morts. Oui, j'ai envoyé mon équipe aujourd'hui à Makala. Nous avons déjà des images. Bientôt là, après 2 h 3 heures, sur au Centre TV, vous allez suivre ces reportages que j'ai envoyé les gens à Makala pour essayer un peu d'avoir les éléments et aussi interroger les habitants de ces coins-là, de nous dire un peu ce qui s'est passé réellement les jours en question. Mais 500 morts, c'est beaucoup. Mais ça, c'est selon Human Rights Watch. Human Rights Watch. Oui. Mais professeur, parce que il y a dans les couloirs, c'est vrai, ça circule, ça reste encore des rumeurs. Est-ce, pensez-vous, que cette affaire, il y a eu la complicité de certains généraux, soldats congolais, parce que on ne peut Kagame en exige. Parce qu'on ne peut pas ouvrir la porte de la prison en étant dedans. Donc, il y a eu des gens qui étaient dehors pour chercher à ouvrir, casser, pour que ce qui était à l'intérieur puisse sortir. Vous voyez? Donc, qui sont ces gens-là qui ont comploté, parce que le prison central est quand même sécurisé par des PEM, par des militaires. Comment cette affaire peut tourner en vinaigre comme ça? Mais vous avez dit qu'il y a une enquête qui est lancée. Et même si c'est le chef de l'État lui-même qui a dit que notre justice est malade, nous faisons confiance à la justice et nous attendons. Non, l'actuel avec Constant Moutamba, nous croyons qu'il y aura des sanctions. Moi, je vous dis que l'histoire donne raison à Joseph Kabila. Pourquoi nous pouvons croire à de telles versions? Parce que nous, le régime de Joseph Kabila, sous Kabila, les gens du M23 étaient inculpés pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, et ils ont été amnistiés par ces régimes. Amnistiés, et ce sont eux qui dirigent maintenant la rébellion. Bon, c'est pas une donc c'est la faute du régime parce qu'ils ont libéré... À l'Est, ils ont amnistié tout ce monde-là. Donc les gens alors, hier, ils ont amnistié ces gens-là qui... Le régime de Kabila a inculpé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, qui ne peut pas tirer la conclusion selon laquelle Kiabi boira. Mais voilà, ça c'est le deuxième acte, parce qu'ils les ont amnistiés, et si Kagame demande à ceux qu'ils soient libérés, il ferait une mise en scène pour plaire à Kagame. C'est ça. Professeur les Antoine, gens ne manqueraient pas, je dis manqueraient, les gens ne manqueraient pas à tirer une telle conclusion. Voilà, cette conclusion, elle n'est pas peut-être appropriée, mais nous sommes en politique. Peut-être les politiciens peuvent aussi faire une récupération. Non, c'est logique, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Mais quand même, il y a un groupe de gens qui pensent qu'il y a une légèreté. Nos services ils n'ont pas travaillé parce qu'en réalité, nous avons l'ANER, la DEMIAP, certains services d'intelligence qui devaient prévenir les autorités qu'il y a des soupçons de tentatives, peut-être. Pensez-vous que nos services étaient un peu faibles? Moi, je ne peux pas porter un jugement sur nos services, mais tout ce que je sais, que depuis plus de 6 ans maintenant, presque 6 ans, durant lesquels ou pendant lesquels ces régimes nous dirigent, le Congo subit toujours des événements. C'est le Congo qui subit toujours les événements. Pendant que nous parlons de Makala, mais c'est une grande distraction parce que l'ennemi occupe du terrain. Pendant que nous parlons de Makala, ils sont presque maintenant vers Lubero là. Hein? Les occupants, les agresseurs, les envahisseurs, ils avancent. Et nous ici, nous sommes distraits par beaucoup de choses, y compris l'incident de Makala, la révocation de Tshibangou. Oui. Tout ça, ce sont des distractions.
Une parenthèse. Ce sont des distractions. Une parenthèse avant de revenir sur les dossiers de tentatives d'élévation. Quand Ouais. vous parlez de la révocation de Tshibangou, le haut représentant du chef, vous êtes quelqu'un qui enseigne les relations internationales. Ouais. Quand on révoque un haut auprès du chef comme ça, c'est pour des fautes lourdes. La révocation. Oui, mais ce n'est pas la première fois. Nous venons de voir l'abbé Bahal être révoqué. Oui, quand... presque dans les mêmes circonstances. Mais c'est ce que je dis, quand Mais on est-ce qu'il révoque... est révoqué ou il est au garage? Question, quand on Il révoque... est révoqué ou il est au garage? J'ai dit, quand on révoque quelqu'un, Ouais. il y a les éléments dérangeants avant de révoquer quelqu'un. Ouais. Parce qu'un haut représentant du chef, qui était dans un secteur si sensible, qui connaît un peu certains secrets, on les révoque, il y a quand même le voix qui s'élève qu'il a voulu trahir la nation. Mais Quels sont les éléments, les éléments qui peuvent pousser à une révocation? Si je parle du garage, par exemple, c'est parce que dans le cas de Bahal, on nous a dit qu'il a voulu négocier sans l'autorisation du chef. N'est-ce pas? C'est pourquoi il a été révoqué. Mais dans le cas de M. Tshibangou, Madame Tina Salama? Oui, il nous a annoncé la révocation sans nous dire les raisons pour lesquelles il a été révoqué. Alors vous voulez que moi je vote quoi? Non, non, pour comme moi, professeur des relations internationales. Une distraction. Non, vous êtes une personne appropriée parce que vous enseignez les relations internationales. Ouais. Il était le pont entre la République démocratique du Congo et certains pays voisins à problème. Ouais. Mais quand on révoque une telle personne pour des fautes lourdes, quels sont les éléments, comme internationaliste, qui peut pousser à une révocation d'un tel type, un monsieur comme ça? Bon, comme pour le cas Bahala, je pourrais dire que peut-être il aurait pris certaines initiatives qu'il jugeait normales, mais sans se référer ou sans se référer à son autorité, sans l'aval de son autorité. Ça pourrait être ça, parce qu'une révocation à l'improviste comme ça, ça nous pousse aussi à nous poser des questions. Deuxièmement, bon, il y a aussi les médias congolais qui en parlent. Ils disent que, bon, voilà, il a été pris en flagrant délit en train de critiquer. Ça, c'est la version oui, des réseaux sociaux. Bon, mais même des médias sérieux ici en ont déjà parlé. Comme des médias Actualité CD. Actualité.cd? Oui, aussi. Okay. Qu'il aurait... bon, il a été enregistré à son ainsi en train de critiquer... Il a été mis à l'écoute. Oui, la politique du chef par rapport aux négociations, par rapport à Kagame et tout ça et tout ça. Mais moi, je vous dis que je trouve ça une distraction. Parce mais ça pouvait lui coûter Luanda, une révocation si quelqu'un critiquait la politique du chef, quelqu'un qui était les représentants du Congo dans ces négociations. Mais pourquoi vous me posez cette question? Non, comme ça, c'est leur cuisine interne. Non, s'il vous plaît. Ça, c'est leur cuisine interne. Je vous pose cette question comme professeur des relations internationales. La personne dont on parle ici, il était comme un pont entre la République et les zones en conflit. Donc, c'est quelqu'un qui faisait les va-et-vient. Donc, vous, comme professeur des relations internationales, nous voulons savoir quels sont les éléments qui peuvent pousser à une révocation. C'est dans ce sens-là. Je vous ai déjà expliqué. J'ai parlé de une personnalité de la trempe de M. Tshibangou. Peut-être peut prendre des initiatives, ça, se référer à son hiérarchie. Ça peut conduire à la révocation. Ça peut aussi, bon, être un acte de trahison ou quoi. Ben, ça peut amener à la révocation. Et je ne sais pas si vous êtes journaliste. Moi, je suis revenu ici en 2015. Si vous avez une bonne mémoire, est-ce que cela est arrivé à l'époque de Kabila? Qu'une personne a révoqué
à l'improviste comme non, ça. il y a un professeur qui avait fait des actes immoraux ou immoraux. Il a été révoqué du gouvernement. Vous vous rappelez, il y avait la photo de Joseph Kabila derrière. Il était en train de faire un peu des actes. Tout ce que je sais, c'est qu'à Luanda, c'est un échec total. C'est la RDC qui est mise à genoux. Vous avez les éléments. Une fois de plus, c'est pas les Rwandais. Vous avez les éléments de l'échec de la RDC à Luanda. Exige la neutralisation des FDLR. Mais nous, de notre côté, qu'est-ce que nous devrions faire? Exiger les retraits pire et simple des troupes rwandaises de notre territoire. Vous pensez que la partie congolaise n'a pas exigé les retraits du Rwanda et le M23? Mais à l'issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères, je ne sais pas, ça n'a pas. Mais ça a toujours été notre position. Ça a toujours été notre position. Et puis le président de la République en parle toujours qu'il ne peut jamais négocier avec l'autre camp s'il y a la présence de l'armée étrangère ici. Ces gens doivent retourner d'abord à leur état initial avant la négociation. Donc c'est pas nouveau aussi. C'est ce qui se dit à la place publique pour la consommation publique. Mais pourquoi Bahala a été révoqué? Parce que il y avait je ne dirais pas une tentative, mais parce qu'il y avait un programme précis, un plan de négocier avec Nanga. C'était ça, je vous ai dit sur cette émission, non? Ça, c'est votre version. Le gouvernement voulait négocier avec Nanga. C'est votre version ou c'est la version du gouvernement? L'information a fuité. Ok. Et le gouvernement, le régime de Kinshasa se trouvait devant un fait accompli et ne devait que révoquer. C'était une information à prendre avec des réserves. Une information à prendre avec des réserves parce que ce n'était pas des sources officielles. Je rentre à Luanda. Ok. Je rentre à Luanda. Ce que nous pouvons aussi exiger, parce que moi je crois que les puissances anglo-saxonnes, les États-Unis, la Grande-Bretagne et tout ce monde, ils sont responsables de l'Holocauste contre les Congolais à l'est du Congo. Parce que ce sont eux qui arment Kagame pour tuer au Congo. Ce qu'ils devaient faire, ce que la communauté internationale devait faire, et ce que notre soi-disant diplomatie agissante devait faire, c'est exiger les dialogues inter-rwandais. Exiger le dialogue inter-rwandais. Vois-moi les Israéliens et les Hamas. Ils vont dialoguer, n'est-ce pas? On a vu les talibans en Afghanistan dialoguer avec les Américains, n'est-ce pas? Mais pourquoi les États-Unis qui soutiennent Kagame, qui soutiennent Museveni, pourquoi ils ne poussent pas ces deux individus à négocier avec les Hutus? C'est ça la clé du retour de la paix à l'est du Congo. C'est ce qui devait se discuter à Luanda, mais à Luanda, c'est comme si le côté congolais a peur de Kagame. Comme internationaliste, vous pensez comme internationaliste? Et si les gens sont tués à Makala à cause des Rwandais, moi aussi, je me dis, mais je suis congolais, je suis professeur, je passe dans les plateaux de télévision et j'explique à mon peuple, comment les puissances occidentales utilisent Kagame pour nous mettre dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors si Kagame peut frapper à Makala, il peut aussi me frapper, j'aurai la protection où? Donc, j'aurai la protection où? Si cette version... Il me dira, mais qui est le Congolais qui crie là? Allez, enlevez-le. Voilà, il ne faut pas avoir peur, nous avons une armée responsable, il y a des services quand même qui travaillent. L'armée qui nous tue à Makala, l'armée qui nous tue à Goma. Pendant que l'ennemi avance. Mais vous êtes un kabiliste, j'ai l'impression que vous oubliez vite l'histoire. Quelle histoire? À l'époque de Kabila, vous vous rappelez de Bundu Diamayala, les gens qui ont été tués par le régime Kabila. Vous vous rappellerez que quand Mwandansem était à la prison centrale de Makala, il y avait l'évasion, il ne faut pas oublier. Et sous Kabila, les BDKM là, ils étaient tués matin, midi, soir. Est-ce que là, Kabila était un bon citoyen? Parce que j'ai l'impression que vous voulez prendre tous les fardeaux, mettre sur la tête de Tshisekedi. Kabila a agi à un véritable homme d'État
Et vous avez aussi oublié de mentionner la rébellion des Agnelés à l'Équateur. Ça aussi, Kabila agit en véritable homme d'État. En tuant Pas les gens de Bundu Diamayala. Non, à Kassai aussi, avec des Kamwena Sampou. La Kamwena Sampou. Oui, Tout oui, cela, c'était pour stopper net les tentatives de balkanisation Est-ce du que pays. Tshisekedi a tué? Est-ce que Tshisekedi a tué les gens à Makala comme des rebelles, où il y a eu tentative d'évasion, les gens qui étaient condamnés, peut-être par advertence, on a tiré, il y a eu un peu de morts. Alors qu'au début, vous me disiez que l'enquête est lancée. Non, j'essaie tout simplement de faire l'analyse comparative en disant, il ne faut pas confirmer que Tshisekedi a tué, le régime a tué les gens à Makala, parce que les enquêtes sont en train de continuer. J'essaie un peu de vous amener dans le passé, qui a eu aussi tentative d'évasion sous l'époque de Mwanantsemi. Kabila qui est votre mentor, il avait aussi tué les gens de Bundu Diamayala, les Kamwena Sampou. Il fallait agir pour neutraliser des tentatives de balkanisation du pays. On peut pas, un groupe de citoyens ne peut pas se permettre de faire la loi dans notre république. Mwanantsemi voulait balkaniser le Congo? Bien sûr. Les Kamwena Sampou aussi, voulait proclamer donc l'indépendance du Congo central. C'est ça, c'était ça. Les Kamwena Sampou, la même chose. À l'Équateur, la même chose. C'est pourquoi Kabila parlait d'un tribalisme d'un autre âge, dépassé. Hein? C'est ça, non? Il faut neutraliser les irrédentistes. C'est-à-dire les gens qui ont des idées là, reconstituer les royaumes Congo, Angola, Brazzaville, une partie du Gabon, tout ça. Des idées comme ça continuent à circuler. La même chose à Kamwena Sampou. Voilà pourquoi ces gens méritaient la mort sous régime Kabila. Je ne dis pas qu'ils méritaient la mort. Ils ont été tués en cascade. Ils n'étaient pas mérité la mort ou que ça. C'était la guerre contre les sécessionnistes. Et alors, l'État devait agir. Alors, professeur, une question de curiosité avant que nous puissions parler de la rencontre de la RDC avec la Chine, parce qu'il y a une délégation qui est là, le chef de l'État a amené une grande délégation. Vous êtes professeur des relations internationales, c'est quand même important de placer un mot. Mais il y a quand même les opposants qui pensent que les gens qui sont tués à la prison centrale de Makala, c'était une révolte des prisonniers eux-mêmes, parce qu'il y avait la faim là-bas, donc les gens ne mangeaient pas, ils ont voulu se sauver. Vous dites les prisonniers eux-mêmes, mais vous-même, vous m'avez dit... Non, j'ai dit la version des opposants. Moi, je pose la question, une version des opposants. Qu'est-ce que vous en pensez? Les prisonniers eux-mêmes ont posté une vidéo, non? Oui, oui. Qu'ils ont vu les portes ouvertes, les Rwandais étaient libérés. Non, il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions. De cette occasion. Il y a plusieurs versions où le prisonnier est même en train de dire ça, mais il y a aussi les opposants qui disent aussi qu'il y a eu révolte là à l'interne. Ne citez même pas les opposants. Ne citez même pas les opposants. Parce qu'il y a un problème de femmes, les prisonniers ont voulu se sauver. Vous êtes journaliste. Pas seulement à Makala, à travers la République. Quelles sont les conditions carcérales dans notre pays? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein? Vous avez laissé comme ça. Vous, pendant 18 ans, les Mouzéistes et les Kabylistes, vous avez laissé nos prisons comme ça. Vous n'avez pas construit de nouvelles prisons pendant 18 ans. Exactement, vient de faire une telle déclaration. Il dit la solution, c'est la construction de nouvelles prisons. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous, à votre époque, avec la révolution de la modernité, 5 chantiers, Kabila pouvait également faire ça. Tu sais d'aller faire la continuité. Kabila n'a pas construit. Des prisons ici à Kinshasa? De nouvelles prisons? Mais vous avez vu, bon, même si le secteur de l'éducation, Mata Tampogno a réfectionné les écoles. J'ai pas de prison, on est dans un secteur, j'ai pas de prison. Pendant 18 ans, vous savez que la prison centrale a été conçue pour 10 000 personnes et vous mettez les gens là-bas à la prison, mais les Kabylistes se construisaient les immeubles, mais vous pouvez quand même construire 2, 3, 4 prisons parce que Kinshasa est vaste. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Dans le cadre des 5 chantiers, pourquoi vous l'avez pas fait? La construction des infrastructures, des immeubles de l'État, surtout au niveau des secteurs et des territoires, ce sont des bâtiments administratifs qui ont été
laissé par les Belges. Aujourd'hui, il s'écroule. C'est exactement ça, c'était ça, les programmes, la vision de Kabila. Mais alors, il a commencé avec les infrastructures, les routes et tout ça, et on allait arriver à ça. La question, Kabila a-t-il laissé de nouvelles prisons ici à Kinshasa pendant 18 ans? Vous avez construit? Ici à Kinshasa, en dehors de la prison centrale de Makala, en dehors de la prison centrale de Makala, est-ce que Kabila a-t-il construit de nouvelles prisons? Parce que nous avons suffisamment les espaces ici, parce que cette prison a été construite pour 10 000 personnes, à moins que je me trompe, mais il y a plus de 30 000 personnes qui sont là, plus de 50 000, à moins que je me trompe. Est-ce que Kabila ne pouvait pas penser à désengorger la prison, construire d'autres prisons? Parce que eux, ils ont construit des immeubles, il a construit Kingakati, ses amis ont construit un peu ailleurs pour la République. Écoute, je voudrais un peu... je suis animé par un sens de respect. Hein, ok. Parce que là, vous me poussez à dire des choses... Non, non, je fais que poser des questions. Compromettre mon intégrité en tant que professeur. Ok. Parce qu'il y a un autre Kingakati qui est en train de se construire là à Lutendele. Ça, vous le savez, non? À Lutendele. Les gens ont dit que maintenant, il faut acheter des parcelles à Lutendele parce que lorsqu'un autre Kingakati se construira là-bas, les prix des parcelles vont monter. C'est ça votre réponse? Non, mais je que vous Kabila avait construit, les autres aussi sont en train de construire. C'est ça la réponse? Non, je vous ai posé la question. Moi, je vous ai posé la question de savoir. Je réponds. Qu'avez-vous fait pour aider la République? Je n'évite pas. J'ai dit, même le cardinal Ambongo, il est allé visiter Kingakati, non? Je vous ai dit la fois passée, Kabila a construit Kingakati. Kabila a des projets immobiliers ou quoi? Si avec de l'argent qu'il a acquis légalement et il se construit, où est le mal? J'ai dit pourquoi. Où est le mal? Pourquoi la République n'a pas obtenu de nouvelles prisons, de nouvelles universités sous le régime Kabila? Et aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui paye les prix parce qu'il y a autant de prisonniers là-bas. On a réflexionné la prison d'Indolo. Ça, vous le savez. Je ne parle pas de la réflexion, de réflexionner, je parle de la construction de nouvelles prisons. Parce qu'on ne manque pas de terres. Nous avons des terres. Dans le projet de la révolution de la modernité, 5 chantiers, il fallait y penser, construire de nouvelles prisons. Oui. Parce que cette prison-là, elle était construite pour moins de 10 000 personnes ou 10 000 personnes. Nous sommes dans les 150 000 ou 50 000 personnes. C'est déjà de trop. Oui. Vous, les kabylistes. Oui. Je vous donne l'exemple de l'hôpital du cinquantenaire. Mobutu a laissé cet hôpital dans quel état? Les Belges ont laissé cet hôpital. Vous avez qui a modernisé ça? Qui a reconstruit ça? Qui a construit un hôpital tout à fait nouveau là où se trouve les révélations de l'IGF? Alors si les révélations de l'IGF a construit l'hôpital du cinquantenaire, qu'est-ce qui pouvait l'empêcher de construire de nouvelles prisons? C'est la meilleure question que le problème, c'était que nous avons commencé les 5 chantiers, les routes, les ponts. Je vous ai parlé des ponts. J'étais sur la rivière Luango, Maindombe et les Kasaïs s'en félicitent parce que les Mwewa viennent. Je vous ai parlé de beaucoup de choses. Alors, vous faites si nous avons construit les routes, les ponts, qu'est-ce qui nous empêche de construire les bâtiments administratifs? Vous faites une diversion, non, professeur. Pas du tout. Vous faites une diversion, professeur, oui. Au Congo. J'ai dit ceci. Est-ce Kabila a construit ou pas? Vous parlez de la... on a réflexionné l'hôpital du cinquantenaire, mais on a surfacturé cet embellissement par Matata. IGF nous parle de 114 millions de dollars. L'UGF nous parle de 114 millions de dollars. Il y avait des bâtiments, on n'a pas construit, mais on a déboursé 114 millions de dollars. Si vous allez là-bas cinquantenaire, vous allez trouver que l'hôpital n'appartient même pas aux Congolais. C'est l'hôpital des Indiens. Mais à l'époque, on avait visité ça comme hôpital des Congolais. Ça, c'est ce qu'on appelle frappocratie selon vous, non, professeur. L'hôpital des Indiens. Non, si on utilise l'expertise indienne, où est le problème? Vous voulez que l'hôpital n'est pas l'hôpital des Congolais. Aille toujours en Inde ce n'est pas l'hôpital des Congolais. Je vous donne l'information. On peut le faire ici. Je vous donne l'information. Vous parlez que Kabila
a embelli cet hôpital. Ça a coûté 114 millions. Moi, je n'ai pas dit ça. Vous avez le gouvernement Kabila. Voilà. C'est Kabila qui a vraiment construit l'hôpital. On n'a pas construit, on a embelli ça. Ça a coûté à la République 114 millions de dollars. Aujourd'hui, face aux documents, cet hôpital n'appartient pas aux Congolais, c'est l'hôpital des Indiens. Ça, c'est l'information que je suis en train de vous donner. Matata Pogno sous Kabila, Matata Pogno a construit les universités là-bas, mais n'a pas construit les universités pour la République. Vous avez trouvé ces pays, et ces pays, vous l'avez laissé dans des conditions un peu compliquées. Il semble que Tshisekedi paye les prix. C'est des questions du public. Je vous ai toujours dit que je suis, en tant que muséiste, et Joseph Kabila marchait bel et bien sur les pans de Patrice Lumumba et de Musée Kabila. Musée Kabila disait ceci. Il est venu avec un plan de reconstruction nationale qui s'étend sur toute l'étendue du territoire national. Et vous me citez tous ces millions-là. Si c'est vraiment vrai ce que vous dites, quand Kabila est parti, quand Musée Kabila est parti, ils ont laissé le pays sans dette. Donc je ne crois pas à ces chiffres-là. J'étais avec mon aîné Yamba Yamba. Je parle de l'UGF. Je vous ai cité la source, l'UGF. J'étais avec mon aîné Yamba Yamba ici. Il dit qu'il encourage le gouvernement à emprunter encore davantage. Mais ça, c'est très dangereux. Parce que moi, je peux vous poser la question. Depuis l'époque d'Isaïr, jusqu'à parce qu'il a dit que nous devons user de la méthode quantitative. Nous avons toujours, les gens, les FMI, la Banque mondiale, nous ont toujours prêté de l'argent. Et il a dit que les États-Unis sont puissants parce qu'ils ont, la France, ils ont des dettes colossales. Non! Pour nous, nous voulons que le pays reste souple. Alléger du poids de la dette. Pour que nous nous prenions en charge. Se prendre en charge, c'est-à-dire quoi? Créer nos propres capitaux ici et reconstruire notre propre pays. Et parce que nous avons des ressources ici. Quand nous arrivons à transformer nos ressources ici sur place, créer des emplois et des marchés, bien sûr, nous allons générer nos propres capitaux et avec ces capitaux, nous allons reconstruire notre pays. Par exemple, le budget de 16 milliards qui a été annoncé ici en grande pompe. Mais à ce jour, on a mobilisé combien? Seulement quelques 4 milliards. Ce qui donne encore raison à Joseph Kabila. Parce qu'à l'époque de Joseph Kabila, le budget national ne dépassait pas 4 milliards. Mais voilà, il a laissé un bilan dont on parle encore aujourd'hui. Mais vous, avec 16 milliards, le bilan c'est zéro. Merci, merci. Zéro. Quand vous parlez de vous, voilà. Je ne sais pas si vous parlez de moi. Bon. Moi, je fais que poser des questions. Okay, mais la dernière question, regardez la caméra. Vous êtes professeur. On n'a pas parlé de Chine, on n'a pas parlé s'il vous plaît, de Rwanda. J'ai dit la dernière question, regardez la caméra. Oui. Vous avez suivi le chef de l'État amener une délégation musclée en Chine pour ces négociations. Il y a quand même certaines langues qui pensent qu'une fois de plus, c'est des voyages de trop qui vont rien apporter à la République démocratique du Congo. Vous avez suivi Jean-Pierre Bemba qui a ouvert la réunion. Pensez-vous que la RDC peut faire confiance à la Chine? Nous pouvons gagner avec ces pays? La question c'est quoi? Pensez-vous que la Chine peut faire confiance à la RDC? C'est comme ça que vous devriez peut-être formuler la question. APJ. Parce que la Chine compte sur la RDC comme le moteur de l'Afrique. Okay. La politique africaine de la Chine ne peut se passer de la RDC. Parce que la Chine sait bien qu'avec les ressources dont la RDC dispose, avec la position géostratégique de la RDC au cœur de l'Afrique, aucun projet continental ne peut se passer de la RDC, de la part de n'importe quel partenaire, que ce soit les Occidentaux, que ce soit les Orientaux ou les Chinois. Ça ne peut se passer de la RDC parce que le développement de l'Afrique partira
de ces pays. Mais est-ce que nous-mêmes, nous Congolais, est-ce que nous sommes conscients de notre vocation africaine? Parce qu'au début de son mandat, de son régime, le président Félix Tshisekedi des États-Unis a déclaré ouvertement qu'à cette période de l'après-guerre froide, lui, un du côté des États-Unis, d'Israël, et par extension du Rwanda, parce que vous touchez aux États-Unis, vous touchez au Rwanda. Et en revenant de là, il a annulé tous les contrats que son prédécesseur a signés avec les Chinois. Il a tout annulé. Mais maintenant, il se rend compte que les promesses qu'on lui a faites là en Occident ne se sont pas réalisées. Qu'est-ce qu'il a dit dernièrement en France même? Chité. Les Chinois et les Russes se comportent mieux en Afrique que vous les Occidentaux. Voilà, il se rend compte que, mais voilà, à cette ère du multilatéralisme, nous devons diversifier nos partenaires. Mais même après ça, cette déclaration, vous avez le projet de Rocade, non? L'extension de la ville de Kinshasa. Construire des nouvelles routes qui vont désengorger, vous savez, avec les embouteillages et tout ça. C'est un projet qui a été confié aux Chinois. Merci. Mais, toujours dans l'entourage du chef, il y a des gens qui sont allés aux États-Unis récemment chercher des investisseurs pour les mêmes projets. Merci. Mais moi, je me demande, comment vous dirigez ces pays? Merci, professeur. Comment vous dirigez Merci, ces pays? Professeur. Nous chitons. C'est époustouflant. Nous allons encore vous inviter pour... C'est époustouflant. Merci, calmez-vous. Nous souhaitons bien que vous passiez pour que les pays amorcent un nouveau départ, une nouvelle ligne droite. Merci, c'est votre souhait. Merci, professeur Antoine Roger. Merci. Le temps nous fait défaut, s'il vous plaît. La Chine, nous parlions de la frappocratie. La Chine ne donne pas l'argent liquide au gouvernement africain. La Chine investit dans des projets. Alors c'est difficile de frapper l'argent qui vient de la Chine. Merci, professeur Antoine Roger Lokongo, professeur des relations internationales à l'université Joseph Kasavubu à Boma. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes un muséiste et kabyliste. Malheureusement, on devait avoir sur ces plateaux le coordonnateur de la société civile du Congo, M. Christopher Ngoy. Par rapport aux embouteillages, il a eu un empêchement, mais nous allons encore vous chercher pour évoquer ces dossiers ici, entre la Chine et la RDC, c'est que nous pouvons gagner. Alors, merci à vous et merci aux téléspectateurs. Vous pouvez suivre cette émission sur notre chaîne YouTube, Au Centre TV et Delcast Télévision. Laissez les commentaires. Est-ce que le professeur a dit, il a dit vrai? Ou il a tapé à côté parce que c'est quelqu'un qui se soucie pour la République. Un grand merci. Derrière la caméra, Fatouma, elle était là. Et de l'autre côté, Germain. Et côté régie finale, Monsieur Toussaint. Et de l'autre côté, les réalisateurs attitrés, Monsieur Masunda et... Monsieur Gisset qui était là derrière la caméra robot. Et côté YouTube, Monsieur Rachidi. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.